Bonsoir à vous tous et toutes. Si vous le voulez bien, on va débuter cette séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 8 mai 2023. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. En point 1, la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, approbation du procès-verbal. En 4, dossier de la mairie. En 5, dossier de la mairie, oui, on a le registre des loyers, appui. 4.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et sur le rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière 2022. 4.3, retour du train Via Rail entre Matapédia et New Carlisle, appui. 5, dossier de la direction générale et de la greffe. 5.1, rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2022. 5.2, œuvre des terrains de jeu de Saint-Omer limité, demande d'exemption de taxes. 5.3, entretien d'Avignon, demande d'exemption de taxes. 5.4, offre de vente et promesse conditionnelle d'achat pour les immeubles LDC incorporés, modification. 5.5, remise à niveau des trottoirs de pavés à l'hôtel de ville, octroi de contrat. 6, dans la trésorerie, en 6.1, on a le dépôt du rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2022. 6.2, compte à payer au 30 avril 2023. 6.3, rapport d'activité de fonctionnement du 31 mars 2023. 6.4, projet de rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, demande de paiement numéro 5. 7, en urbanisme, on en a beaucoup ce soir. 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 mai 2023. Oui, c'est le 25 avril, il y avait une erreur, effectivement, dans l'ordre du jour. Ouais. On n'est pas, on vit pas dans le futur encore. C'est bien effectivement le 25 avril, merci. 7.2, avis de motion au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la protection des paysages dans les zones forestières et de villégiature. 7.3, adoption projet de règlement 2023-482 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la protection des paysages dans les zones forestières et de villégiature. 7.4, avis de motion au règlement modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage afin de rétablir la plantation, l'entretien et l'abattage d'arbres. 7.5, c'est le même point, mais cette fois-ci, c'est l'adoption du projet de règlement. 7.4, c'était l'avis de motion. 7.6, adoption du deuxième projet de règlement 2023-480, modifiant le règlement 2009-157 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble et le règlement de zonage 2009-155 afin d'agrandir la zone 223C et d'y créer une nouvelle zone récréotouristique 223X. 7.7, demande de dérogation mineure au 35 rue Lacroix. 7.8, demande de dérogation mineure au 741 boulevard Perron. 7.9, demande de dérogation mineure au 1778 boulevard Perron. 7.10, demande de dérogation mineure au 544 boulevard Perron. 7.11, demande de dérogation mineure au 10 chemin Ernest Thibault. 8, dossier de développement économique et tourisme. 8.1, création du poste de préposé à l'entretien ménager au camping municipal. 8.2, horaire de travail d'une préposée à l'accueil du camping municipal, lettre d'entente. 8.3, préposé à l'accueil au bureau d'accueil touristique et du poste de préposé à l'accueil au camping dotation. En 9, dans loisirs, culture et vie communautaire, on a une modification du projet éclairage des terrains sportifs. 10, dossier des travaux publics, remplacement de conduite d'eau potable et d'égouts du camping, contrôle qualitatif des matériaux, octroi de mandat. 10.2, entretien sur l'échangeur à plaques, aéroport, oui, Arena, on n'a pas encore. Léopold Leclerc, octroi de contrat. 10.3, horaire de travail réparti sur 4 jours, lettre d'entente. Sécurité publique, on n'avait pas. Prochaine séance du conseil, en 13 autres sujets, il n'y en a pas. 14 sur la table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levée de la séance. J'ai une proposeur pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Jean-Simon Landry. Merci. On va y aller avec le point 2, qui est la période de commentaires et de questions portant spécifiquement sur les sujets à l'ordre du jour. Dans la longue liste de sujets à l'ordre du jour de ce soir, avez-vous des questions sur un de ces points-là avant qu'on procède à la prise de décision? Sinon, il y aura toujours la période de questions habituelle à la fin si vous le souhaitez. Je vais regarder en ligne s'il y en a. J'en vois pas. On poursuit? On va y aller si vous le voulez. Là, on va faire une petite entorse à l'ordre du jour pour accueillir M. Berthelot, qui est notre auditeur indépendant, Daniel, qui va nous présenter les états financiers 2022. Puis on pourra aller plus tard dans l'ordre du jour. On va pouvoir les adopter ou les déposer officiellement là, en séance. Mais je vais vous laisser la parole pour nous présenter ces états financiers-là pour l'exercice 2022. Alors ça, c'est avec plaisir que je vais vous présenter les états financiers. Ce n'est, ou ce qu'on vous présente, là, ce n'est qu'un sommaire de ce qui est déposé au ministère. Le document a comme 80 pages. Là.
on vous ennuierait. Mais à la lumière de ce que je vais parcourir avec vous, c'est suffisant pour comprendre la situation financière de la Ville et les éléments importants. Alors, d'entrée de jeu, je précise que le rapport de l'auditeur qui est joint au système financier, c'est un rapport standard qu'on retrouve dans une municipalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de coquilles ou de choses dignes de mention. Et ces rapports-là sont préparés, c'est des rapports types par l'ordre des comptables qu'on fait le travail pour être en mesure d'étayer nos conclusions puis de mener à bien notre réalisation. Alors, la première page qu'on va voir, c'est l'état des revenus et dépenses. Alors, on regarde l'exercice 2022, ce qui est rentré comme revenu, puis ce qu'on a eu comme sortie. Donc, je ne sais pas si vous voyez pas pire. Alors, ce truc-là, il est présenté en 5 colonnes parce qu'en plus d'avoir à l'extrême gauche le budget, on a 3 colonnes qui viennent nous donner le réel. Et pourquoi 3? C'est que la Ville consolide, alors inclut dans ses états financiers, les revenus et dépenses des organismes qu'elle contrôle. Alors, on les retrouve ici, la réalisation organisme, réalisation consolidée, mais c'est le total, la Ville plus les organismes. Et à l'extrême droite, on voit les données de l'année précédente. Alors, la Ville avait adopté un budget de 9,3 millions de revenus, soit 5,9 millions de taxes, 316 de tenant lieu de taxes, des subventions, des transferts pour 372, des services rendus pour 1,9 et les autres revenus pour 7,76. Et le réel consolidé a été de 10 millions. Alors, il y en a un peu plus que ce qui avait été budgété, principalement de par le fait que les organismes ne sont pas budgétés. On vient les ajouter après. Donc, si on regarderait seulement la Ville, là, on a 9,5. Alors, c'est à peu près, on n'a pas de gros écarts au niveau des revenus, un petit peu plus de revenus de taxes. Le reste, c'est pas mal semblable. Au niveau des dépenses maintenant, avant d'aller avec ces éléments-là qui sont dans le bas, de remboursement de dette et d'affectation, on avait prévu 7,8 millions 84. Le réel pour la Ville, 7 914. Alors, on est presque direct dessus là, en termes de dépenses. On ajoute les organismes et on tombe à 8,3 millions de dépenses en réparties sur les 7 grandes fonctions de dépenses de la municipalité, soit l'administration, la sécurité publique, qui comprend la police et la sécurité incendie, les transports qui comprennent l'enlèvement de la neige, voirie principalement, hygiène du milieu, tout ce qui est atelier, égouts, recyclage, les ordures. En santé et bien-être, c'est l'OMH. On fait ça tellement vite, on s'est presque pas adressé. En santé et bien-être, 8,26. En loisirs et culture, 2,6 millions de dépenses consolidées. Puis 3,92 en frais de financement. Au niveau de loisirs et culture, les gros morceaux, l'aréna, le golf, quand même beaucoup d'activités. On les retrouve dans les revenus, puis on retrouve nos dépenses, bien sûr. Alors, avant d'aller à nos remboursements, nos immobilisations, nos affectations, on avait 1,7 million de surplus, mais là, il faut enlever ce qui est remboursement de la dette, les gains sur les sessions d'immobilisation, les principales, là, nos activités d'investissement et affectation de surplus. Quand on fait tout ça, le chiffre à retenir, c'est un déficit pour l'exercice 2022, mais de 14 000. On va dire on est arrivé flush ou à peu près. Alors que l'an passé, on avait un surplus de 340 000, toujours consolidé, bien sûr, alors qu'il inclut nos organismes. Alors, si on avait un chiffre à retenir jusqu'à maintenant, c'est celui-là. Alors, on a un léger déficit pour 2022. À la page suivante, on s'est permis de prendre les revenus de fonctionnement et de venir vous préparer une petite carte, un graphique, en soulignant que les taxes représentent 60%, 63% du budget de la Ville, quand même, en 9% en droit à l'employabilité et autres revenus, en services rendus, c'est vrai. Les subventions, un petit 4%, puis les tenants de taxes aussi, un petit 4%. Alors, le gros du budget de la Ville vient des contribuables. À la suivante, on a fait la même chose, mais avec les dépenses. Pour voir un peu où se situent nos dépenses principales en pourcentage. Alors, en loisirs et culture, on en a pour 27.
Ce tableau-là, il n'est jamais parfait. Les chiffres, c'est toujours un petit peu, c'est que ça ne tient pas compte des revenus, bien sûr. On pourrait avoir beaucoup de dépenses en loisirs, mais si on a beaucoup de revenus, ça offset, il y en avait pour 27, en fait, financement, 5 des intérêts seulement. En administration générale, 13 du budget. On a vu tantôt 1 million à peu près sur 10 points quelques. En sécurité publique, 10 en transport 14, 20 en hygiène du milieu, qui sont même beaucoup, mais tout ce qui est ordures, l'eau, la connu. Santé bien-être, 2 et 10 en aménagement, urbanisme et développement. À la page suivante, je vous la présente surtout pour qu'on voit au niveau des dépenses d'investissement que vous retrouvez ici dans le milieu. Là. Et ça, c'est pas inclus dans la page qu'on a vu tantôt, la première. C'est vraiment les immobilisations. La Ville a investi 2,2 millions répartis dans ses grandes fonctions, soit en administration générale, en sécurité publique, en transport. Et là, vous les connaissez, vous les avez vus, les projets, il y en a eu au niveau de l'Avénon, il y a eu la réflexion de route aussi. L'hygiène du milieu, 275 000, en aménagement, excusez-moi, 49 000, aménagement urbanisme, 275, dans loisirs et culture, 860. Alors, tout ça fait qu'on a ajouté là, aux immobilisations de la ville à 2,2 millions en 2022. La page suivante, tantôt, je vous ai dit, il y a 14 000 de déficit pour l'année. Celle-ci vient faire état. C'est un peu le même principe, mais c'est de façon cumulative. C'est le surplus accumulé. Au début de 2022, on a débuté avec 757 000 excusez-moi, de surplus accumulé. Et là, j'enlève. On a fait un déficit de 14, je l'enlève. J'enlève aussi un 13 000 d'excédent de fonctionnement affecté, les dépenses qui sont passées directement dans le surplus, puis 150 000 que la Ville est venue puiser dans le surplus pour mettre de côté dans un fonds de roulement. Alors, à la fin de 2022, il reste 578 000 de surplus accumulé. Alors, si je prenais le net de tous les états de revenus et dépenses depuis le début de l'existence, je mettais ça sur la tête de calculatrice, depuis le début de l'existence de la Ville, ça arrivera à 578 000. On ne se fera pas. Mais... Alors, la page suivante, maintenant, avec la dette à long terme. Alors, à la Ville, il y a une dette à long terme globale de 12 581 000 qui reste à payer le 31 décembre. Et ça, il y a une partie qui est à retrouver du gouvernement du Québec et ses entreprises pour 302 000. Une partie provient de la SDEMC et le 12,1 qui reste 12 190 000. C'est l'apport des contribuables de la Ville, ce que vous allez être appelé à payer à même les budgets des années qui vont suivre. Et là, vous me corrigez, c'était notre dernière page. Alors, on retient, on est arrivé là, je mets encore 500 000 de côté. C'est ça. Avez-vous des questions pour M. Berthelot, tandis qu'il est là, ou encore Hélène Forêt, là, qui est avec nous, qui est notre trésorière? Allez voir en ligne s'il y a des questions, j'en vois pas. Est-ce qu'il y avait des surprises, des imprévus d'une façon ou l'autre, quand on highlight comme ça, parce que les chiffres globaux comme ça, c'est difficile à piger dedans avec, je ne peux pas voir le 80 pages, mais quand même, est-ce qu'il y a quelques indications sur la santé, spécifiquement la municipalité? Oui, je ne sais pas si c'est des grands éléments, Hélène, que tu veux. Même si vous aviez le document au complet, il n'y a pas beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations, mais pas sur les points précis, mais au niveau, comme des revenus de taxes, on en a eu plus que prévu, mais par contre, on a des charges de plus à des endroits comme au niveau camping, pour le réseau d'Acadic et nous. Juste là, on a eu un 50 000 de plus qui n'était pas budgété pour mettre une citerne à cause du projet a été retardé.
À d'autres endroits, il y a des salaires qu'on a eu en moins. On a vraiment un peu des plus et moins dans différents départements. L'autre gros morceau aussi, c'est les revenus de camping. Donc, on a eu moins que budgété parce que l'achalandage a été moins élevé en 2022. Puis nous autres, on avait basé le budget sur l'année d'avant en partie. Là. Fait que là, c'est peut-être un 75 000 de moins de revenus qu'on a eu. Un peu plus de revenus de taxes aussi que ce qu'on avait prévu. Plus de taxes. Au niveau des subventions, c'était pratiquement le même montant que ce qu'on avait budgété. Yeah. Ouais. Est-ce que le taux d'intérêt qui a augmenté beaucoup dans la dernière année a eu un impact sur les faits associés avec la dette? Pas un gros impact. Au niveau de l'intérêt, avec ce qu'on avait budgété, on a peut-être eu 6 000 de plus. Yeah. Et justement, ça, c'était sur des emprunts qu'on a renouvelés en octobre avec la hausse des taux d'intérêt. Mais cette hausse-là se fait vraiment sentir pour le budget 2023. Là. Le budget 2023, c'était 250 000 de plus environ de dépenses d'intérêt qu'on avait en lien avec la hausse des taux des niveaux. C'est surtout que les projets qu'on est en train de finaliser aussi, mais juste en hausse, c'est le gros morceau. Tous les règlements d'emprunt, là, même quand c'est sur 25 ans ou 30 ans, c'est comme une hypothèque standard, c'est des taux fixes sur 5 ans, ou pas fixes, mais c'est un taux qui est prévu sur 5 ans. Oui. Puis on renouvelait, à tous les 5 ans, on renouvelle. Donc là, 2023, on a quelques renouvellements à faire. C'est là plus les nouveaux règlements d'emprunt qui s'ajoutent, mais on pouvait le calculer dans l'exercice budgétaire. C'est comme C'est comme moi, je suis arrivée à la ville en 2020. Le premier financement que j'ai fait, on était à 1,41. Le dernier financement qu'on a fait en octobre dernier, on était à 4,60. C'est plus que le double. Ça change de planification, de mettre un peu plus de sous dans le règlement des dettes, afin de tenter un peu plus de long terme, quand on a fait le budget à l'automne dernier, on connaissait déjà cette augmentation-là. On l'a fait en fonction de. Yeah. Mais on ne peut pas vraiment devancer des remboursements de dette. On a un calcul qui est sur 5 ans, puis on peut pas faire cet exercice-là là, de devancer. Comme ça. Ouais. Finalement, le bilan du camping, c'est quoi? Est-ce qu'on finit en réussite là-dessus? Non, on finit pas un On a moins de revenus un peu que prévu initialement, mais. 75 000 de revenus. Les dépenses aussi ont diminué, moins d'électricité, moins de. Ouais. En même temps, mais pas autant. Là. On est revenu au niveau campagne, c'était 100 000 de moins. 100 000 de moins? Ah, je vais. 4,91, 23,90. Ah, de l'année passée. Oui, bien sûr. Ok, moi, je parlais de 75 000, c'était par rapport au budget. Oui, exactement. Par rapport à l'an dernier, 100 000 de moins en revenus. On avait budgété un peu moins quand même pour 2023 que les revenus réels. Pas 2022, ça veut dire. Puis en dépenses, c'est sensiblement la même chose. Vous êtes en plus dans 530 000. Le montant de dépenses ne bouge pas beaucoup, mais évidemment, les dépenses sont moins variables que les revenus. Donc, c'est la même chose par rapport à ce qui était budgété ou même chose par rapport à l'année précédente? Les deux. L'année précédente, c'était 530, le budget, c'est 548, et le réel, c'est 527. Les dépenses sont les mêmes, c'est vraiment au niveau des revenus. Mais il faut dire que 2021 avait été exceptionnel. Deux fois, au moins. On a vécu dans la dernière année comme deux phénomènes là, pour compléter la réponse à Greg. La COVID, malgré tous les effets négatifs d'un point de vue purement financier, on a eu des surprises positives. En tout cas, ça a été comme. Ça a amené des surplus pendant les 2 années de la pandémie. L'année passée, ce qu'on a vécu, c'est que là, c'était le retour à la normale, donc d'assumer les charges qu'on avait. Puis il y avait quand même. Puis il y avait la pression inflationniste sur beaucoup de charges qu'on avait aussi en même temps à combiner. Mais ça fait qu'on l'avait vu venir.
je dirais la diminution de la demande, mais peut-être pas autant. On n'avait pas vu l'augmentation des charges venir autant que la réalité. Ça fait que ça a été, on s'est adapté en cours d'année, mais tu sais, ça a été. Ça fait que c'était beaucoup plus serré comme environnement comptable que ce qu'on avait connu dans les années précédentes. Puis au niveau de l'achalandage du camping aussi, ce qu'on a vu, c'est quand le prix du carburant a commencé à augmenter, ben là, il y a des annulations qui se sont faites. Non, je parle en 2022. Oui. Par rapport à ce qu'on avait. Pour les versions d'hier de Montréal, c'est moins pire. Ça fait que l'été, il est plein, ça va être encore le cas cet été, tu sais, juillet, août, il est plein. Mais il y avait tellement de pression, tellement de demandes que ça avait amené beaucoup plus de monde en juin et septembre. Ça, ben, ça c'est revenu un peu à. Les autres organismes qui sont chapeautés par la ville, le Club de golf, c'est un organisme à part. Oui. Puis à part ça, la Société de développement. Oui, c'est la SDMC, mais principalement les activités de la SDMC, c'est le golf. Et non, la montagne, c'est pas contrôlé par. Ah, ça, c'est notre autre. Il y a des arts aussi qui avait. Oui, Quai des Arts, c'est l'ancien organisme avant que ça soit transféré à la ville, mais il reste pratiquement plus d'activité là-dedans. Peut-être aussi, là, dans ce qui a été présenté, on voit la ville est en surplus de 26 900. La SDMC, la façon que c'est présenté dans les états financiers qui ont été présentés, est à moins 41 000. Mais en gros, ça s'explique par des travaux qui ont été faits d'asphaltage du stationnement. Il y en a eu pour à peu près 100 000 d'asphaltage, 50 qui est une commandite d'Eurovia et 50 qu'on va payer à même les surplus de la SDMC, les surplus du Golfe. Donc, faut peut-être pas se fier aux 41 000 du document qui vous est présenté pour avoir un portrait fidèle de la SDMC. Au final, la SDMC fait un bénéfice, puis on avait un surplus qu'on a payé directement. Mais dans les méthodes comptables, ça apparaît comme un déficit là, dans ce qu'on voit présentement. Mais le chiffre, je pense, à mon avis, là, vous pourrez mais c'est 26 900 qui est du surplus de la ville qu'on a fait, puis on avait budgété un surplus de 19 000. La partie SDMC, ça vient un peu complexifier la lecture, là, mais ouais. Parce qu'en réalité, le Golfe n'a pas fait ou la SDMC n'a pas fait de déficit là, en 2022. Et l'autre facteur, c'est l'inflation, qui a augmenté beaucoup l'année passée, avec le réajustement dans les projets, tout ça. Donc, vous avez plein de real estate, des plans avec l'Arena, et plein d'autres projets, je pense. Oui, c'est des grosses différences-là d'inflation. On va commencer à payer les règlements d'emprunt en 2023-2024. En 2022, oui, on a donné les contrats qui étaient plus élevés, mais on n'a pas commencé à rembourser. Ça n'a pas d'impact sur le budget d'opération 2022, mais ça va en avoir un. Ouais. Est-ce que lorsque vous présentez les états financiers dans vos pratiques comptables, il y a un moment où vous pourriez sonner une cloche sur le taux d'endettement per capita dans une ville? Oui, ça arrive. Ça peut arriver dans quelles circonstances? Surtout en pourcentage de remboursement de dépenses, le pourcentage du budget qui est consacré au service de la dette. Mais avant nous, on a un ministère qui risque de sonner à la cloche aussi. Parce que nous, on arrive toujours en retard, alors que les autres sont en avant. Ils vont dire, wow, c'est eux autres qui les approuvent, finalement, dans les règlements. Non, c'est eux autres qui disent, oui, le capable, ils font les calculs un an avant nous. On arrive. À quel moment vous arriveriez avec peut-être une manifestation là, que le taux d'endettement dans une ville, quelle est la proportion exactement par habitant? Les plus hauts qu'on voit sont autour de 20-22. Là, vous commencez à en parler. À la dette. Et les gens, comme je disais tantôt, ils vont être beaucoup en avant de nous autres parce qu'ils voient eux autres aussi. Ça commence à être serré, ça paraît quand les comptes de taxes, parce qu'essentiellement, on refait la facture aux contribuables, dans les comptes de taxes qui nous lumière, ça de partout. On est vraiment terminé. Un indicateur financier qui est pour regarder par le ministère. Là, ça va être le taux d'endettement par 100 $ de richesse foncière Puis ça, on se place quand même bien là, parce qu'ils ont commencé à sonner la lampe autour de 6. Là, on est en bas de 3 présentement.
On dit souvent, là, la lumière rouge allume au ministère, là, mais c'est ça, c'est à 6 du centre de réfugiés. Au cours des dernières années, il faut le dire, la proportion de la dette sur les chars de la ville là, a diminué de manière continue là, par rapport à 2018, par exemple. Là, je veux pas, on était plus comme à 16 avec un budget de 8, puis là, on est plus à 12 avec un budget de 10, mettons. Très grossièrement, mais tu sais, c'est que dans le fond, le poids de la dette sur le budget de la ville puis de l'économie de la ville, la richesse foncière de la ville diminue constamment depuis 5 ans. La RFU, elle augmente. La RFU augmente aussi. C'est comme les deux facteurs de base là, pour faire des ratios. Fait que à ce niveau-là, la situation. Le ministère n'appelait pas en 2018 pour sonner à la cloche, mais la situation s'est améliorée de manière continue depuis 2018. On l'a pas ce soir. Là. Habituellement, l'évolution de la dette, on la présente souvent lorsqu'on adopte le budget là, à l'automne. Là. Fait qu'on n'a pas ces tableaux-là, mais on pourrait les ressortir. Mais maintenant aussi, quand on parle d'évolution de la dette, on essaie de parler en ratio, justement parce que le chiffre absolu, le 16 millions de 2018, si on était à 16 millions aujourd'hui, ben, il faut comparer avec l'évolution du budget, l'évolution de la RFU. Il y a une hausse de la valeur, on a plus de revenus de taxation. Fait que c'est plus précis. Mais chose certaine, nous, ce qu'on avait prévu dans la dernière planification stratégique, c'était de diminuer la dette. Ce qu'on a fait, là, on a diminué plus que ce qu'on avait envisagé. Mais on sait aussi qu'il y a des nouveaux règlements d'emprunt qui s'en viennent, notamment l'ARENA, qui est plus élevé que ce qu'on avait prévu, mais le projet 132. On sait que la dette va être appelée là, elle va être au plus bas depuis peut-être de plusieurs années. Mais on s'attend à ce qu'on prévoit qu'elle remonte, mais même après, dans 2 ans, même, ça va être beaucoup plus élevé. Peut-être 4, là, je n'ai plus les chiffres exacts, là, on va peut-être monter sur 3,8 ou 4,5 dans les 2 prochaines années. Mais on arrive quand même, une fois cette augmentation-là, à des ratios plus bas que ce qu'on avait en 2018. Là. On est quand même en meilleur. En 2018, on était à 4,1 avec une dette nette, ça c'est une dette des subventions qu'on recevait pour les dettes de 15,6 millions. Et au 31 décembre 2022, on est à 12,2 millions de dettes et à 2,89 du 100 de la RFU. Fait que on est passé de 4,12 en 2018 à 2,89 en 2022. Puis là, pour le budget, ce qui avait été estimé avec les nouveaux projets, ça remonte peut-être autour de 3,8. Fait que on est encore loin du 6. Chapeau. L'autre ligne qui est beaucoup de dépenses, c'est l'hygiène du milieu. Là. Ouais. Comme ça, c'est des égouts, l'eau et des poubelles essentiellement. Ouais. Recyclage aussi. Puis, on parle un peu plus au préfet présentement, mais le compost, là, ça vient quand? Parce que ça va avoir une incidence sur les dépenses, clairement. Je ne pourrais pas donner de date, malheureusement. On essaie de que ce soit le plus rapidement possible, mais ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on y travaille de façon très intense, puis on croyait que ça allait déjà être en place. Ça ne l'est pas. Donc, je ne sais pas, mais je sais qu'on fait tous les efforts nécessaires pour y arriver, mais c'est très complexe, mais je n'oserais pas donner de date. Pardon? Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens qui sont mis en place pour réduire, mettons, l'utilisation d'eau par maisonnée au Québec? On est très élevé. Est-ce qu'il y a des façons de réduire ça dans la prochaine année ou 2? Ça, on avait fait faire une étude là, pour évaluer un peu là, la consommation d'eau qu'on a sur le territoire. On sait que notre consommation, je n'ai pas les chiffres, là, mais on sait qu'on est très élevé en consommation d'eau par personne. Le Québec en général, mais la ville, on est très élevé même par rapport au Québec. Donc, on a mis en place des mesures, là, des compteurs d'eau qui sont installés dans des industries, dans des maisons aussi, pour mieux chiffrer cette consommation-là. Puis, on a mis en place, on donne des trousses de réduction d'eau. On a mis différents outils en place pour diminuer cette consommation d'eau-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. Ouais. Au niveau de l'hygiène du milieu, les parents que j'ai parlé pour réseau de l'Acadie et du camping, ça se trouve là-dedans 45 000. Okay. Il y a aussi au niveau, il y avait l'élimination des matériaux secs. Ça aussi, on a eu plus de dépenses que prévu. Là, ça, dans les dernières années. C'est l'éco-centre, là, tu sais, l'éco-centre là, dans la rue Frédé-Allard.
où les gens vont porter avec leur camionnette. Mais là, il y a eu beaucoup, avec la pandémie, beaucoup de rénovations, beaucoup de travaux, mais ça a généré beaucoup de déchets. Ça a augmenté considérablement le coût d'enfouissement, là. C'est 120 100 ou 135 maintenant dollars de la tonne là, pour l'enfouissement de ces matériaux-là. Donc, ça paraît, là. Oui, on le voit, on l'a vu. Je veux juste revenir avec le chiffre du camping, le chiffre net là, par rapport au budget du surplus. C'était 33 000 de moins que ce qui avait été budgété. Mais on parle Ça, Là, je parle du surplus de revenus. On a eu des revenus en moins, mais on a eu des dépenses en moins aussi. Fait que le net, c'est 33 000. puis le bénéfice net, là, en chiffre absolu, c'est combien? Ah, pardon, Non, c'est 862 000. De bénéfice. Mais ça inclut pas la dépense d'amortissement. On va le conserver comme propose Simon Landry. Et les dépenses avec l'érosion, les autres, pour refaire l'asphalte encore pour une troisième année, pour commencer peut-être à revoir à long terme les investissements versus les coûts associés avec ça. Puis est-ce qu'on va refaire l'asphalte? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Là. On va s'y pencher, mais ça fait partie on les voit, les dépenses d'investissement là, dans les états financiers, mais quand on adopte le budget, on adopte le plan triennal d'investissement, d'immobilisation, où là, c'est les dépenses qu'on fait en immobilisation. Et il y a une partie de ces dépenses-là qui sont payées à même le budget, là, directement à même nos activités de fonctionnement, mais la plupart des dépenses, ça va être des règlements d'emprunt, on va avoir des subventions ou on va aller sur notre marge de crédit là, pour l'illustrer. Donc, ça n'a pas un impact, ça a un impact sur le budget, mais c'est des dépenses qu'on va amortir sur plusieurs années qu'on va rembourser. Mais c'est sûr qu'on a toujours, on suit l'évolution de la dette, on sait ce qui s'en vient. On n'est pas à l'abri des catastrophes naturelles, évidemment, mais on prévoit en fonction d'eux, puis on essaie de s'assurer d'être à mesure de ne pas augmenter trop le fardeau de la dette pour l'impact sur les comptes de taxes et contribuables au final. Là. Mais en maintenant un certain dynamisme, c'est ça qu'on veut s'assurer de continuer à investir dans nos immobilisations, de les entretenir, puis d'avoir un milieu de vie qui est intéressant. Donc, l'équilibre, on essaie toujours de garder un équilibre là-dessus, mais oui, on l'a en tête. On se le temps de regarder d'autres options. Oui, absolument. Là. Puis ça, on va adopter en juin, à séance publique de juin, notre plan d'adaptation au changement climatique. On va avoir une politique, puis on en est bien fiers, là, mais on ne diffusera pas ce soir, mais il y a une 60aine d'actions dans un plan d'action qui touche l'adaptation au changement climatique. On va arriver avec plusieurs mesures qui risquent d'être intéressantes. J'y vais, une 60aine par cœur, là, mais à peu près. Là. Ça donne un ordre de grandeur. Là. Tu vas présenter le mois prochain? Prochaine séance publique, le 12, c'est bien ça? Oui, 12 juin. Voir ça. Oui. D'autres questions plus spécifiquement sur les états financiers là, pour nous? Ça va? Ben, merci, M. Berthelot. Merci, Hélène aussi, qui a travaillé tout au long de l'année à avoir des états financiers Je pense qu'on n'a pas trop donné de travail à notre firme de comptables. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. C'est rare qu'on voit ça, mais on a eu une diminution de la facture des frais comptables puisque le travail était tellement bien fait par Hélène dans notre... Merci. Les auditeurs n'avaient pas trop de travail de redressement à faire des fois en fin d'année. Ils ont diminué la facture. Alors, si je nous ramène à l'ordre du jour, on serait au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 avril 2023. Vous l'avez tous reçu, si c'est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Régis Leblanc fait la proposition. Merci. Là, on est au procès-verbal. Oui, au point 3, 3.1. Ça marche? Oups. Habituellement, on a des verres d'eau, mais là, ce soir, on a peut-être oublié, mais... Ah, on a coupé dans le budget. Hein? C'est notre stratégie d'économie d'eau potable. Je vais y aller avec 4. Dossier de la mairie, registre des loyers appui. C'est une initiative de l'organisme Vivre en Ville, en fait, qu'on souhaite appuyer ce soir. L'objectif, c'est de mettre en place, en fait, Vivre en Ville a créé un registre des loyers qui souhaite
offrir au gouvernement du Québec pour qu'on puisse utiliser. L'objectif derrière ça, c'est d'avoir un portrait à jour de l'évolution des coûts de loyer au Québec. Et pour ça, ben, ils nous demandent un appui. Cette demande d'appui-là, ce qu'on fait avec cet appui-là, c'est qu'on demande au gouvernement du Québec d'implanter un registre des loyers publics d'ici le printemps 2026 et surtout de demander que les données du registre québécois des loyers soient disponibles pour l'ensemble du public. Et parce que dans la loi, il y a une obligation qui fait en sorte que il y a un coût de loyer, on le sait, là, qui est limité sur la progression d'un loyer, mais il y a aussi des dispositions qui font en sorte que le coût de loyer ne doit pas fluctuer de façon importante dans les années. Quand il y a des rénovations, on l'a vu parfois, quand il y a des rénovations importantes, les loyers sont majorés de façon marquée et on n'a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme alors en place pour contrer ça. Pour ça, ça prend des données sur les coûts de loyer. Et ce que cette initiative-là vise, c'est ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est de rendre disponibles les données du relevé 31. Tous les propriétaires du logement doivent, au niveau du ministère du Revenu, ils ont en main les chiffres sur les coûts de loyer pour l'ensemble des loyers du Québec via cet outil-là. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir utiliser ces chiffres-là, puis avoir une perspective historique de l'évolution des loyers, puis peut-être venir équilibrer si on voit qu'il y a une augmentation marquée pour un loyer donné. À l'heure actuelle, on n'a pas cet outil-là. Il y a des provinces au Canada qui l'ont. Et donc, c'est une initiative de Vivre en ville qui vient s'adresser ultimement au gouvernement du Québec, mais nous, on souhaite les appuyer dans cette démarche-là. Et les résolutions seraient transmises à la ministre de l'Habitation, au ministre des Affaires municipales, au ministre de la Cybersécurité numérique et aux deux unions municipales, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Denise Leblanc. Merci. Prochain point, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier sur le rapport de l'auditeur. C'est un document qui est déposé ou qui est adopté? Ça. Est-ce que c'est seulement un dépôt? C'est un dépôt. D'accord. Donc, je ne vous ferai pas la lecture intégrale du rapport. C'est le document qui va être disponible, qui va être dans le hublot. Je pense qu'avec toute la présentation qu'on a eue tout à l'heure avec Mme Forêt et M. Berthelot, là, ça complète très bien. Là. En gros, c'est un texte qui résume un peu cette situation financière-là avec le bénéfice, les montants là, au consolidé pour la ville, la SDMC. Puis on vient indiquer dans le rapport les grands investissements qui ont été faits en immobilisation. Je peux peut-être vous les lister, là, ceux-là qui sont à la fin un petit peu plus bas. Les travaux en immobilisation qu'on a fait au cours de l'année. Asphaltage du quartier Espace Nature et autres routes pour 468 000. On a fait l'acquisition d'un camion de déménagement, 2 camionnettes, 448 000. Des équipements nautiques et de neige au département incendie, 83 000. Piste cyclable du banc, 42 000. Les aménagements de stationnement et la station de recharge de véhicules électriques pour 32 000. L'achat des vélos électriques pour 29 000. On a implanté des toilettes écologiques dans la courbe du camping et au stationnement des sentiers pédestres pour 96 000. Aménagement place du Vieux-Quai, 23 000. Équipement affichage et cabanes annonceurs au terrain de balle de l'OTJ, 29 000. Véhicules tout-terrain pour le traçage des pistes aux enfants verts, 24 000. Garage du terrain de golf, réaménagement de la terrasse et asphaltage du stationnement, 383 000. Des projets en cours de réfection de l'aréna pour 225 000 en 2022. Et le projet en cours de réfection des conduites du camping, on en avait pour 47 000. Ça, évidemment, c'est les dépenses. Puis la plupart, on a évidemment des subventions qui vont aller payer une bonne partie de ces dépenses-là et des règlements d'emprunt, mais on l'a vu un petit peu plus tôt. Alors voilà pour mon rapport. C'est un dépôt au conseil, tout simplement, que je viens de vous résumer. On pourrait poursuivre avec le 4.3, le retour du train de Via Rail entre Matapédia et New Carlisle. En fait, c'est une demande d'appui qui est envoyée à l'ensemble des municipalités des MRC de la région, à l'exception de la Haute-Gaspésie, puisqu'ils n'ont pas le service du train. Donc, c'est un soutien tout simplement à la coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers qu'on souhaite faire ce soir en demandant au gouvernement fédéral et à Via Rail de reprendre un service ferroviaire entre Matapédia et Gaspé dans les meilleurs délais. Alors, si ça vous convient, membre du Conseil, est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose l'adoption de cette résolution? Proposée par Denise Leblanc, deuxième fois consécutive. Dossier de la Direction générale et de la greffe en 5, rapport sur la gestion contractuelle pour l'année 2021 à 5.1. C'est une obligation légale qu'on a chaque année de rendre compte de l'ensemble des contrats qui ont été octroyés. Il y a des contrats de gré à gré, pour les contrats en bas de 105 000 $. On en a
pour les contrats de gré à gré, on en avait 9 au total. Firme Atmosphère pour l'installation de toilettes sèches, 60 000. Achat de camionnettes pour l'équipement de travaux publics, 49 000. Acquisition de tondeuse de verre pour le golf, 44 000. Octroi d'un contrat à la firme des aménagements de la montagne pour l'abat-poussière sur les routes de gravier, à 71 000. Raymond Chabot de Grant Thornton, qui nous ont présenté les états financiers. Un contrat pour 3 années à 57 000. On a fait l'achat d'une deuxième camionnette pour 52 000. La firme Eurovia Construction pour les travaux de pavage dans 2 rues de la ville, 63 000. Après ça, on avait 96 000 pour les entretiens commerciaux BD Chaleur pour faire l'entretien ménager de l'hôtel de ville. Et on a fait l'achat d'un véhicule électrique au montant de 77 662 chez Moget Ford. Ensuite, on a des contrats qui ont été sur SEAO, le système électronique d'appel d'offres, à haut de 105 700. On se doit d'aller en appel d'offres. On a déposé un contrat pour 247 501 qui a été le contrat de le garage au golf, construction Michel Maltais. 5 unités de ventilation au Quai des Arts qui ont été sur SEAO. C'est un contrat qui est sorti à 254 000 à Plomberie G&D Gauthier. Après ça, 354 000 pour travaux de pavage pour le quartier Espace Nature. Travaux de réfection de l'Arena, LFG Construction pour 5 646 000. Et le dernier, le 5, c'est une petite erreur dans le document, là, mais il va être replacé là, pour les contrats de gré à gré. C'est 41 554 à la Construction Scandinave pour l'accueil du Quai des Arts. Il devrait se retrouver un petit peu plus haut dans le... Mais ça, on est allé sur invitation pour le Quai des Arts. C'est pas un appel d'offres public. C'est pas un appel d'offres public. On peut aller de gré à gré, donner le contrat directement ou sur invitation, on a demandé 3 soumissions dans ce cas-là, puis on a choisi la plus basse qui était Scandinave. Après ça, on a les contrats d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec. Mais essentiellement, là, ça résume pas mal les points plus importants de ce rapport-là qui est déposé au Conseil qui est maintenant public. On n'a pas besoin d'adopter, je pense, M. Odette? Non. C'est un dépôt seulement. Merci. Ensuite, 5.2 et 5.3, c'est 2 demandes d'exemption de taxes. Il y a un processus au Québec pour certains organismes reconnus qui peuvent demander des exemptions de taxes. Dans ces 2 cas-là, pour ces 2 points, c'est des organismes qui étaient déjà reconnus et aux 10 ans, cette demande-là doit être renouvelée. Le premier, 5.2, l'œuvre des terrains de jeu de Saint-Omer limité, nous demande de renouveler son exemption de taxes qui avait été octroyée en 2013. Pour l'OTJ, il y a une demande d'augmenter. En fait, ce n'était pas l'ensemble du bâtiment qui était exempté de taxes. Et là, ce qu'ils souhaitent demander à la commission municipale, c'est que l'ensemble du bâtiment soit exempté. Et nous, comme ville, on peut appuyer ou non ces demandes-là. Dans le cas de l'OTJ, on souhaite appuyer la demande de l'œuvre des terrains de jeu, si ça vous convient toujours. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Jean-Simon Landry. Merci. Une deuxième, le même principe, entretien d'Avignon, qui avait une exemption de taxes pour le bâtiment là, où est groupe ressources en logement collectif, notamment, au 894A et 894D boulevard Perron. Eux, il y avait déjà eu une exemption en 2013. On renouvelle. Si vous êtes d'accord, on pourrait les appuyer aussi dans leur demande. Quelqu'un fait la proposition? Alain Turcotte propose. Merci. 5.4, offre de vente, promesse conditionnelle d'achat pour les immeubles LDC incorporés. C'est des promoteurs qui souhaitent construire 10 jumelés sur la rue Comeau. Il y avait réservé 10 terrains. Et ce qu'on avait fait, c'est par voie de résolution, on les avait donné un délai de 6 mois pour faire l'acquisition. Ils ont réservé, ils ont payé 10 du montant des terrains et souhaitaient confirmer le financement auprès des bailleurs de fonds puis aller chercher les incitatifs financiers à construction, entre autres au niveau régional et local. Et là, ce qu'ils souhaitent, c'est de débuter les travaux en juin, mais le 6 mois se terminait un peu avant. Donc, ce qu'on souhaite, c'est le prolonger de 3 mois supplémentaires pour un délai total de 9 mois pour pouvoir réserver ces terrains-là. Ça vous convient? J'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Denise Leblanc a fait la proposition. 5.5, remise à niveau des trottoirs de pavé à l'hôtel de ville, octroi de contrat. C'est les trottoirs là, qui ceinturent le bâtiment là, où on est présentement. Ils se sont affaissés et on avait prévu ça au plan triennal d'immobilisation l'automne dernier. On a une soumission d'aménagement d'Avignon pour un montant de 30 785. C'est de l'entretien pour mettre à niveau ces trottoirs-là.
Donc, on donnerait le contrat ce soir à Aménagement d'Avignon au montant que je vous ai spécifié, que c'est sans les taxes applicables, le 30 785. Quelqu'un fait la proposition? Esteban Figueroa la propose. Prochain, c'est ça, M. Leblanc. On poursuit avec les dossiers de la trésorerie en 6.1 dépôt du rapport financier et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. On a eu la présentation tout à l'heure. On peut le déposer officiellement ce soir en séance publique. En 6.2, les comptes à payer au 30 avril 2023. On en a pour un montant total de 270 991. Ça, c'est les comptes à payer, les factures, et les déboursés, factures payées qui ont déjà été remboursées au cours du mois, les salaires, etc. On en avait pour 530 329 pour un total pour le dernier mois de 801 321. Vous les avez tous reçus. Si c'est conforme, M. Turcotte, vous en faites la proposition? Merci. Proposé par Alain Turcotte. On poursuit avec 6.4, projet de rénovation de l'Aréna Léopold Leclerc, demande de paiement numéro 5. Au fur et à mesure que les travaux avancent, les architectes, la firme d'architectes va vérifier l'avancement des travaux puis peut proposer une demande de paiement. Et on serait rendu à une demande de paiement, là, c'est le numéro 5, là, qui totalise 436 701. À l'heure actuelle, les travaux se déroulent bien. On est en avance un petit peu sur l'horaire. Donc, on se dirige toujours vers une livraison prévue à l'automne. Mais il reste encore beaucoup de travaux à faire. Mais ceci dit, ça se déroule rondement à l'heure actuelle. Alors voilà, est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose le paiement numéro 5, proposé par M. Régis Leblanc. Merci. Je vous amène au point 7, dossier de l'urbanisme. En 7.1, procès-verbal de la réunion du comité consultatif du 25 avril. C'est un dépôt seulement. 7.2, avis de motion pour le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour la protection des paysages dans les zones forestières et de villégiature. 7.2, 7.3, c'est le même point. En 7.2, on a un avis de motion. En 7.3, on adopte le projet de règlement. Ensuite, on va pouvoir aller en consultation pour, dans une séance ultérieure, adopter le projet de règlement. Ça fait suite, en fait, là, à un an, presque jour pour jour, là, on avait beaucoup discuté du déboisement qu'il y avait eu sur le Mont-Saint-Joseph. Ce qu'on vous avait dit à l'époque, c'est qu'on allait travailler pour resserrer la réglementation, pour préserver les paysages. Et on a travaillé beaucoup au cours de la dernière année sur la réglementation pour mettre en place une réglementation qui nous permet de protéger nos paysages. On voulait quand même maintenir la possibilité d'avoir des constructions, mais on ne voulait pas que ça se fasse au détriment de l'impact visuel. On a travaillé avec une firme de professionnels qui nous ont accompagnés là-dedans. Samuel Landry, notre responsable de l'urbanisme, a travaillé très fort aussi. Plusieurs rencontres de conseil. On arrive ce soir avec cette proposition-là. Essentiellement, il y avait déjà un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIIA pour le secteur forestier. Je ne sais pas si c'est possible de vous montrer la carte dans un premier temps pour voir un peu le secteur où ce PIIA-là va s'appliquer. S'il n'y a pas de changement, évidemment, d'ici à l'acceptation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti la MRC a fait une analyse de tous les points de vue qui sont visibles de la 132 et des rues de Carleton-sur-Mer. On a identifié tous les secteurs qu'on peut voir, les points de vue qu'on peut voir. Et essentiellement, c'est ces secteurs-là qui sont visés par le présent PIA. Oui, pas de problème. Je vais résumer les grandes lignes. Je ne vous l'expliquerai pas en détail. C'est un document qui est quand même assez volumineux. Mais essentiellement, ce qu'on dit, c'est dès qu'il y a une demande, bon, vous le voyez à l'écran, on voit c'est beaucoup plus large que le Mont-Saint-Joseph. C'est l'ensemble de la chaîne de montagnes là, qui est visible à 132 sur tout le territoire de Carleton-sur-Mer. Tout ce qui est un petit peu plus loin, qui est moins visible, on se retrouve. Donc, c'est la zone qui est vraiment encerclée de mauve. Merci, ouais. Qui est la zone visée par cette demande de PIIA-là. Oui, les deux, à gauche et à droite, c'est les deux extrémités du territoire. On arrête, là, on va jusqu'au bout des limites du territoire. Ce qu'on demande, c'est pour toute construction ou intervention sur ce territoire-là, les personnes vont devoir passer par le processus de plan d'implantation d'intégration architecturale. Avant, on en avait un qui se limitait au bâtiment. Ce qu'on disait, c'est que le bâtiment ne doit pas être visible de la 132. On voulait intervenir sur la couleur des matériaux pour pas que ce soit des matériaux réfléchissants et la couleur de la toiture aussi, les angles de toit.
Là, on va aller de façon un peu plus large avec tous les aménagements autour des bâtiments. On vient limiter la coupe d'arbres. On dit que s'il y a un chemin d'accès qui doit être fait, le chemin d'accès doit être fait de façon sinueuse ou perpendiculaire, parallèle en fait là, à la 132, ce qui fait que si le chemin est en ligne droite, il y a une ce qu'on veut éviter, c'est qu'on voit vraiment où les arbres ont été coupés, qu'il y a un découpage. Mais de la façon que si la route est faite de façon parallèle à la 132, le chemin d'accès, ça fait en sorte qu'on ne le voit pas. Donc, la coupe d'arbres autour des bâtiments va être limitée au maximum. Toutes les interventions, s'il y a il y a de l'excavation à faire ou quoi que ce soit avant même d'intervenir sur un terrain, ça va prendre l'autorisation de la ville. On va exiger un plan de construction, évidemment, un plan de localisation. Le plan de localisation va devoir inclure toute la localisation des bâtiments, la dimension de chaque bâtiment, topographie du terrain, les hauts, les bas de talus, là, les dénivelés sur le terrain. S'il y a une forte pente, on va devoir l'avoir. Les aménagements projetés, je le disais. La localisation des équipements d'approvisionnement en eau. Pour émettre un permis aussi, on exige des photos qui démontrent le talus, le haut, le bas, la végétation avant sur le terrain, les constructions existantes, l'allée d'accès pour voir vraiment détailler comment les gens prévoient se rendre sur leur terrain. Et on l'a mis facultatif, là, le comité consultatif d'urbanisme pourra demander un plan de revégétalisation du site qui est fait par un professionnel si on le juge nécessaire. Ce plan-là pourra inclure des superficies à reboiser ou à revégétaliser, type d'espèces végétales plantées, le nombre pour chaque espèce. Donc, d'avoir vraiment en détail les arbres et arbustes qui seront à planter sur le terrain pour le remettre. Et donc, on vient vraiment, vous le voyez, là, resserrer les critères. On met des limites sur la largeur de l'allée d'accès. Les rues, les chemins, accès et sentiers doivent s'intégrer avec le paysage. On veut favoriser l'aspect naturel de la ligne de crête, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en conservant la végétation. On favorise les rues et accès sinueux. On limite la largeur d'emprise des chemins. On évite les fortes pentes. Donc, vraiment une foule de critères. Il va toujours y avoir la possibilité d'en faire, mais on veut vraiment s'assurer que lorsqu'il y aura des constructions sur la montagne, qu'il n'y ait pas d'impact visuel à partir de la 132, je le répète. La localisation doit être planifiée de manière à minimiser son impact visuel. La hauteur des bâtiments ne devra pas dépasser la cime des arbres matures, situés à la même élévation. On intervient sur la fenestration aussi, qui doit être prévue afin de limiter les reflets. Des fois, selon l'angle des fenêtres, on peut avoir des reflets. On va pouvoir intervenir à ce niveau-là. On vient réglementer aussi sur l'éclairage sur les bâtiments pour que l'éclairage ait un flux lumineux faible puis qui projette vers le bas pour pas qu'on voit l'éclairage à partir de la ville. Couleur blanche et bleue des flux lumineux vont être à éviter. Et là, on a une série de dispositions aussi sur le déboisement. Alors voilà, c'est une première étape ce soir. On va aller en consultation avec ça. Mais on va partir avec ce nouveau projet de règlement-là. À l'heure actuelle, une fois qu'on donne l'avis de motion ce soir donne un effet de gel, donc il ne pourra pas y avoir de nouvelles constructions avec les anciens paramètres. Maintenant, on s'assure de geler ça pour les prochaines semaines, le temps d'adopter la nouvelle réglementation. Oui, M. Landry? Peut-être juste ouvrir votre micro. Y a-t-il une précision à amener là, concernant les deux couleurs, le code de couleur à l'intérieur de la zone? Oui. Le mauve versus le vert, là, ça fait référence à la zone d'application. C'est le vert. Le mauve, c'est des sections. Effectivement, oui. Le mauve, c'est des sections qu'on ne voit pas. C'est soit des vallées ou qui ne sont pas visibles qui sont cachées En fait, tout ce que vous voyez en rouge, les routes en rouge, c'est les routes qu'on a utilisées pour garder les percées visuelles. Donc, en théorie, tout ce qui est en mauve n'est pas visible des routes qui sont en rouge. Ce qui est en vert est visible des points de vue en rouge. Oui, la précision est bonne, tout à fait. Alors voilà, les questions à la fin, on va y aller à la période de questions, ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion? M. Figueroa donne l'avis de motion pour ce point-là. Et on pourrait aller avec l'adoption du projet de règlement en 7.3, toujours sur le même sujet.
été donné par M. Jean-Simon Landry qui a fait la proposition. Merci. 7.4, maintenant, on est toujours dans la même thématique. Cette fois-ci, c'est un règlement modifiant le règlement 2955 sur le zonage afin de régir la plantation, l'entretien et l'abattage d'arbres. 7.4, on donne l'avis de motion. 7.5, on a le projet de règlement. Encore une fois, tout à l'heure, ce que j'expliquais, c'est vraiment pour l'implantation et lorsqu'il y a de la construction de bâtiments ou d'aménagement de terrain, on va devoir passer par ce processus-là. Et on est venu aussi venir encadrer l'abattage d'arbres sur le territoire. Il y a à la MRC un règlement de contrôle intérimaire sur l'abattage d'arbres, mais ça a été réfléchi en fonction de l'exploitation forestière. C'est pour les lots de plus d'1 hectare d'un seul tenant. Là, il y a des règlements qui s'appliquent mais quand on parle de travaux de construction résidentielle, ces normes-là ne s'appliquent pas. Et c'est ce qu'on est venu faire à la Ville pour être complémentaire au règlement de la MRC, pour venir un peu stipuler qu'est-ce qu'on peut faire. Essentiellement, ce qu'on dit, c'est, je le résume à grands traits, mais s'il y a des arbres qui sont malades ou qui sont en fin de vie, il y a possibilité de les abattre, mais ça va prendre un permis de la Ville pour pouvoir abattre un arbre. Il y a possibilité de le faire, mais il va falloir venir nous justifier pourquoi on souhaite couper. Et on vient limiter la coupe d'arbres quand il y a construction, là où est implantée la maison et autour de la maison avec des marges prévues. On vient aussi exiger de replanter des arbres en cours avant, en cours latéral, cours arrière. Selon les superficies de terrain, on est venu mettre des guides pour s'assurer que lorsqu'il y a coupe d'arbres pour l'implantation d'une maison, qu'il y ait d'autres arbres qui soient replantés. On précise la localisation, là, pas près des fils électriques, par exemple, le type d'arbre qui peut être planté. Donc, c'est vraiment une réglementation plus large qu'on vient appliquer. Ensuite, on prévoit des mesures de compensation là, pour ajouter des arbres si les gens en ont coupé pour s'assurer qu'ils en plantent. Et il y a au final aussi des dispositions qui permettent s'il y a un non-respect de ces règlements-là, et là, je cherche les articles. C'est la même chose du côté du PIIA aussi. Là, on est venu s'assurer que si les intervenants ne respectent pas, les propriétaires ne respectent pas le PIA, il y a des amendes qui peuvent être émises entre 500 et 1000 $. Et ça, c'est une amende qui peut être cumulative à chaque jour. Donc, on veut être dissuasif, s'assurer que les gens respectent notre réglementation. Historiquement, on a toujours eu un responsable d'urbanisme, Samuel Landry, qui travaillait à l'émission de permis, à l'inspection. Depuis 1 an maintenant, on a une deuxième personne. Ça varie, là, mais en règle générale, c'est Étienne Berthelot qui est là, qui est sur le terrain à temps plein pour faire l'inspection municipale. Ça dégage notre responsable d'urbanisme pour travailler sur des projets en environnement, etc., des projets de règlement comme ce qu'on fait là. Ça a permis de le dégager pour travailler là-dessus, mais on a des personnes sur le terrain à temps plein aussi qui vont s'assurer de faire respecter notre réglementation, vont pouvoir se déplacer aussi s'il y a lieu, s'il y a des permis d'émis, pour s'assurer de respecter la réglementation qu'on met en vigueur. Donc, on intervient ce soir avec ces nouvelles règles-là et on voulait aussi s'assurer d'avoir les outils en place pour faire respecter cette réglementation-là. C'est ce qui est très important dans le monde municipal. Alors voilà pour le règlement sur l'abattage d'arbres. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Alain Turcotte pour donner l'avis de motion. Ça vous va? J'aurai une autre résolution pour adopter le projet de règlement, toujours le même, 2023-481, sur la plantation, l'entretien et l'abattage d'arbres. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Denise Leblanc. Merci. On poursuit avec 7.6, adoption du deuxième projet de règlement 2023-480, modifiant le règlement 2957 portant sur les plans d'aménagement d'ensemble et le règlement de zonage 2955 afin d'agrandir la zone 223C et d'y créer une nouvelle zone récréotouristique 223X. Ça, c'est un projet de règlement qu'on avait soumis. Et ensuite, il y a eu une contestation. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a rencontré les personnes visées. C'est vraiment, là, c'est pour une zone qui est derrière les hôtels, l'hôtellerie Baie-Bleue, Manoir Belle-Plage. On voulait y implanter des chalets et on avait proposé un changement de zonage pour agrandir la zone pour y permettre les chalets. Finalement, après discussion avec les résidents de la rue de la Gare, entre autres, là, où il y avait eu une pétition,
on a modifié la zone prévue pour la rapetisser, pour la circonscrire là, plus derrière, derrière les hôtels, finalement, ce qui répond aux préoccupations des voisins là, de la rue de la Gare qui craignaient d'avoir un camping dans la cour arrière. Mais ça n'a jamais été l'intention, en fait, là, des promoteurs et de la ville, mais on vient faire ces modifications-là. Ce soir, on a donné l'avis de motion, le premier projet de règlement à la dernière séance publique. Il n'y a pas eu d'opposition à cette nouvelle proposition-là de changement réglementaire. On pourrait ce soir adopter le deuxième projet de règlement. Ça vous va? Quelqu'un fait la proposition? Régis Leblanc me propose. Merci. Dérogation mineure maintenant en 7.7. La première, c'est au 35 rue Lacroix. L'autre, 3 547 586. C'est une maison, le propriétaire veut rénover la maison, puis en profite pour ajouter un vestibule d'entrée, ce qui fait que le vestibule se retrouverait à 5,54 mètres, la marge, là, en fait, avant, là, entre la maison et l'extrémité du terrain. Au lieu de, le zonage prévoit 6 mètres. Là, vous voyez le après, mais le vestibule, c'est la partie qu'on voit là qui a décroché à l'avant ici, là. Ce qui se retrouve à être dérogatoire de quelques centimètres, là. Le comité consultatif d'urbanisme a fait la validation et propose la recommandation. Ça vous convient? Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Mme Leblanc. Merci. On poursuit en 7.8 au 741 boulevard Perron. Le lot, c'est 3 547 860. C'est une demande, en fait, c'est une maison qui est en rénovation. Le propriétaire, M. Jean-Yves Leblanc et Louise Leblanc, souhaitent ajouter un garage attenant à la maison du côté ouest. Mais là, vous avez le plan qui est projeté. Le garage serait comme à gauche, à la partie à gauche de ce que vous voyez à l'écran. Ce qui ferait en sorte que le bâtiment serait à 1,12 mètres de la ligne de terrain plutôt que 1,5 mètre, qui est le minimal. Il y a toujours 2 marges. Il y a des marges minimales pour chaque côté de la maison, puis il y a des marges totales pour la somme des deux espaces de chaque côté de la maison, si je peux m'exprimer comme ça. Ce qu'on demande, c'est une marge de recul combinée, les deux additionnés ensemble, minimale de 5 mètres. Et avec cette proposition-là, on arriverait à une marge combinée. Les deux côtés, il y aurait seulement 2,10 mètres d'espace au total. Pour ces raisons-là, étant donné que ce serait vraiment près du terrain voisin, le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de dérogation mineure. Si ça vous va, même du conseil, ça aura besoin d'une proposition pour entériner la recommandation, c'est-à-dire de refuser la demande de dérogation mineure. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. Prochain point, 7.9, 1778 boulevard Perron, lot 6 479 204, toujours une demande de dérogation mineure. C'est pour à l'extrémité est du territoire, là, c'est Motel Carleton. Pour ceux qui connaissent, là, vous allez voir à l'écran bientôt. La dérogation mineure, c'est pour accepter la marge de recul à l'avant entre le bâtiment et la 132. Le bâtiment est à 5,99 mètres de la marge du terrain, de la ligne du terrain, tandis que la réglementation prévoit 7,5 mètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce secteur-là, l'emprise du ministère est très grande. En fait, il est à 5,99 mètres de la limite du ministère des Transports, mais il y a encore 15 mètres au ministère. On ne la voit pas sur le plan, là. Il y a quand même un grand espace où l'emprise est très large du ministère des Transports. Ce qui fait que le bâtiment est tout de même assez éloigné de la 132, là, de la voie en soi. C'est une situation qui est existante. Il y a un permis de construction en bonne et due forme qui a été mis pour l'implantation de ce bâtiment-là. Donc, devant cette situation-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la dérogation mineure. Ça vous convient? Quelqu'un fait la proposition? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 7.10 maintenant, une autre demande de dérogation mineure au 544 boulevard Perron, le lot 4 186 296. C'est le bâtiment où est situé le coin du travailleur. En fait, le terrain devrait avoir une profondeur minimale de 45 mètres dans ce secteur-là et la profondeur est de 40,56. On demande une dérogation mineure. Ce qui est de particulier, ce qui fait qu'on demande une profondeur de 45 mètres, c'est que le bâtiment est situé près d'un cours d'eau
c'est le ruisseau Bastien qui passe sous la 132, là, dans le secteur de pièces d'auto. En théorie, il y a un cours d'eau près du bâtiment, mais dans les faits, là, ça gêne pas, ça pose pas de problème pour ce bâtiment-là. Si ce n'était pas de ce cours d'eau-là, il respecterait la réglementation. Alors, c'est une situation qui est existante. Il n'y a pas possibilité de corriger parce que l'ensemble des bâtiments dans ce secteur-là ont le même enjeu. Alors, pour pouvoir procéder à des travaux, il nécessite une dérogation mineure pour ce terrain-là. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Esteban Figueroa a fait la proposition. Merci. 7.11 maintenant, demande de dérogation mineure au 10 chemin Ernest Thibault, lot 4 411 739. Je me suis retiré de la discussion sur ce sujet-là tout à l'heure en séance de travail. Je vais me retirer de la prise de décision puisque ça concerne un membre de ma famille éloigné. Je vais éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Je laisse aller, M. Landry. Merci. Faire du mieux que je peux. Donc, pour situer les gens, là, c'est un terrain qui est sur la rue Ernest Thibault, une petite rue non municipalisée à Saint-Omer dans le secteur de la Quincaillerie, du côté de la mer. Il y a un propriétaire qui a présentement sur son terrain, outre sa maison, un garage et un abri ou un autre bâtiment secondaire. Le souhait du propriétaire est de faire disparaître son bâtiment secondaire, on va appeler ça un shed, pour combiner les deux à son garage et agrandir son garage. Ça va faire comme un garage en deux parties, en deux salles, là, mettons. Donc, une grande portion avec un véritable garage, une porte pour connecter la deuxième partie, puis laquelle aura une porte de garage, par exemple, pour reculer un tracteur. Permettre à ce résident-là de faire son projet va créer un garage qui va au-delà des normes réglementaires pour la taille maximale d'un garage, mais va tout de même demeurer à l'intérieur des pieds carrés qui sont admissibles pour des bâtiments secondaires. C'est-à-dire que sur un terrain, un propriétaire peut avoir un garage d'une superficie X et un cabanon d'une superficie Y. Et lorsqu'on combine les deux, on arrive par exemple à W. Bref, oui, le bâtiment serait plus grand que ce que permet un garage, mais on demeurerait à l'intérieur de W pieds carrés. Il y a d'autres circonstances là, qui font que même si c'est en plein cœur du village, c'est une petite rue, puis le terrain est relativement isolé. Je passe là tous les jours et je ne peux pas voir le garage. Il y a à peu près 3 résidences là, qui voient le garage. Puis ça va faire ultimement, c'est une question de goût, là, mais ça va faire ultimement quelque chose de plus beau. Donc, tout ça étant dit, là, il y a eu des discussions au CCU, puis la recommandation était favorable au projet de construction du résident. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si ça vous va, ça prendra un proposeur. Denise Leblanc. Monsieur le maire. On va prendre le contrôle. Et ça me fait plaisir. Moi de même. On poursuit, ça compléterait les dossiers de l'urbanisme. On en avait beaucoup ce soir. On pourrait aller avec le développement économique et le tourisme. En 8.1, on a la création du poste de préposé à l'entretien ménager au camping municipal. Ce qu'on propose ce soir, c'est de convenir d'une lettre d'entente avec le syndicat parce qu'on avait une employée municipale au camping. La façon que les postes sont prévus au camping, essentiellement, les employés qui travaillent sur le terrain sont tous des ouvriers municipaux, font la tonte de gazon, l'entretien des parcs et le ménage, l'entretien des blocs sanitaires sur le camping. Mais depuis plusieurs années, on a un employé, Réjeanne, qui faisait uniquement le lavage des blocs sanitaires au camping. Et là, elle part à la retraite. Et ce qu'on souhaitait, ce qu'on veut essayer pour cette année, c'est d'avoir un poste dédié spécifiquement à l'entretien ménager au camping municipal sur une base de 40 heures. Et ensuite, en soirée, de nuit et la fin de semaine, il y a toujours les employés, les ouvriers municipaux avec une rotation qui vont poursuivre, qui vont compléter. Mais on pense que on risque d'avoir un poste qui est plus attractif si on le dédie exclusivement à l'entretien ménager
pour un 45 heures. Puis je le répète, ça va être complété évidemment par les ouvriers municipaux. Alors, c'est ce qu'on souhaite faire. Pour ça, ben, on a entamé des discussions avec le syndicat qui est d'accord et on pourrait procéder par lettre d'entente pour régulariser cette situation-là, en fait, pour entériner cette situation-là. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Alain Turcotte le propose. Merci. 8.2, on est toujours dans les petits changements, là. L'horaire de travail d'un préposé à l'accueil du camping municipal, lettre d'entente. C'est pour permettre à une employée d'alléger son horaire de travail. C'est un employé c'est des horaires de travail, les postes de préposé à l'accueil, de 40 heures semaine. On a un employé qui a des limitations physiques et qui a demandé de diminuer ses heures de travail. Ce qu'on accepte de faire avec cette lettre d'entente-là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour 2023, on a une personne qui était étudiante l'année dernière et qui, là, maintenant, n'est plus étudiante, mais qui souhaite travailler quelques heures par semaine au camping cet été à l'accueil. Et donc, elle pourrait compléter pour les heures de Mme Leblanc là, qui souhaite diminuer son nombre d'heures de travail. Alors, c'est une lettre d'entente qu'on propose. C'est toujours advenant où la deuxième personne peut venir pallier pour s'assurer que le 40 heures soit complet. Si jamais cette deuxième personne-là peut faire moins d'heures, mais on revient aux 40 heures prévues initialement dans la convention collective, 40 heures du poste affiché spécifiquement. Alors, ça va. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter. Proposée par M. Régis Leblanc. Merci. 8.3, de régularisation de poste, préposé à l'accueil au bureau d'accueil touristique et préposé à l'accueil au camping. C'est 2 postes qu'on ouvrait, qu'on affiche annuellement pour la saison estivale, qui étaient des surnuméraires. Et on souhaite convertir ces postes-là vers des postes salariés réguliers qui ne seraient plus surnuméraires parce que, ultimement, ce qu'on se rend compte après quelques années, c'est des postes qui reviennent à chaque année, puis il y aurait lieu de les conventionner tout simplement. Donc, on pourrait l'ajouter, ces 2 postes-là. Donc, embaucher Madame ces postes, embaucher Mme Laurence Saint-Laurent au poste de préposé à l'accueil du Bureau d'information touristique et Annie Bouchard comme préposée à l'accueil au camping permanent. Quelqu'un fait la proposition? Régis Leblanc le propose. Merci. Prochain point. 9, loisirs, culture et vie communautaire, modification en 9.1 du projet éclairage des terrains sportifs. C'est un projet qu'on avait déposé pour lequel on a reçu une subvention du ministère de l'Éducation, des loisirs et des sports. Et on est allé en appel d'offres pour refaire des éclairages terrain de balle, terrain de tennis, secteur OTJ, terrain de tennis aussi sur la rue Comeau, les 2 terrains de tennis. Et la soumission est sortie plus basse que ce qu'on avait prévu au budget, 22 252 plus bas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé d'autres utilités dans la ville et on avait une demande du club de soccer qui remonte à quelques années d'installer un filet de protection sur les terrains de soccer, là, sur la rue Comeau, en fait. Un filet qui empêche le ballon d'aller dans la rue Comeau ou dans le fossé. Souvent, les gens jouent et derrière le but, ben, s'il y a un botté, le ballon peut se retrouver dans la rue Comeau. Et on va implanter un filet de protection qui va être financé par cette subvention-là. C'est un coût de 22 252. Est-ce qu'on donne le contrat? J'essaie de voir l'entreprise. On autorise, c'est particulier, là. On a eu des soumissions, mais on autorise comme Philippe, c'est-tu Ouais, le Philippe. coordonnateur à Ouais. faire les dépenses associées à ce projet. OK. Moi, on ne spécifie pas avec quelle entreprise encore. Il reste des Non. validations à Il y faire. a des validations à OK. faire. C'est bon. On va pouvoir aller d'avant avec ça pour 22 252. Ça va. Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 10, dossier des travaux publics. En 10.1, remplacement de conduite d'eau potable et d'égout du camping. Contrôle qualitatif des matériaux, octroi de mandat. Vous l'avez vu, les travaux ont débuté. Initialement, ils devaient débuter par le farage au camping, puis ensuite se poursuivre sur le banc des maisons. Finalement, ils ont décidé d'y aller à l'inverse. Donc, les tuyaux sont installés sur le banc des maisons. Mais pour ce qui était prévu pour ce contrat-là, on doit avoir un contrôle des matériaux, une évaluation de la compaction des sols, etc. On est allé sur appel, sur invitation. On a reçu 3 propositions. Une de GHD 30 290, une de Englobe pour 20 542 et LER Incorporé, qui est la plus basse, conforme 15 645. Ça va, on pourrait octroyer ce soir le mandat à la plus basse LER Incorporé pour le montant de 15 645 sans les taxes applicables. C'était prévu dans le coût total de réfection des conduites du camping. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par Esteban Figueroa. Merci.
10.2, entretien sur l'échangeur à plaques à l'Arena Léopold Leclerc, octroi de contrat. C'est un équipement dans l'Arena qui sert au système de réfrigération. On a reçu, il y a une maintenance qui doit être faite, un entretien régulier qui doit être fait. Simco, qui est l'entrepreneur qui entretient nos équipements, qui vont venir installer les nouveaux équipements de réfrigération là, au cours de l'année qu'on remplace, nous propose un contrat d'entretien pour cet équipement-là, l'échangeur à plaques, sur 10 ans. C'est un montant de 27 582 sans les taxes applicables pour entretenir cet équipement-là. Et il ferait le premier gros entretien là, qui est nécessaire en même temps qu'ils vont venir sur place pour installer les nouveaux équipements. Mais ça, l'échangeur à plaques, c'est un équipement qu'on avait déjà à l'Arena. Quelqu'un propose l'octroi de ce contrat? Proposé par Alain Turcotte. Merci. 10.3, horaire de travail réparti sur 4 jours. Une lettre d'entente, encore une fois, pour régulariser ou pour répondre à des demandes du syndicat des employés municipaux. Les employés des travaux publics nous ont demandé d'essayer un horaire de 4 jours semaine. Les travaux publics sont tous sur un horaire de 40 heures semaine et souhaitaient comprimer leur horaire sur 4 journées de 10 heures pour permettre d'avoir de plus longues pauses et estimer qu'il y a des gains à faire au niveau de l'efficacité parce que à chaque jour, ils ont à se déplacer, à se mobiliser sur des chantiers, etc. Et ce qu'on souhaite faire ce soir, c'est de répondre positivement à leurs demandes dans un modèle de projet pilote. On veut l'essayer pour la saison 2023. Puis on va réévaluer à la fin de la saison pour voir comment ça s'est passé, tant du côté de l'employeur que des employés pour s'assurer que si c'est une démarche qui est intéressante, qui est pertinente de pouvoir la maintenir. Sinon, on pourra faire des ajustements, mais on souhaitait aller de l'avant pour la saison 2023, pour la saison estivale. Ça vous convient? Quelqu'un fait la proposition? Oh, Régis Leblanc propose. Merci. 11 dossiers de la sécurité publique maintenant. Il n'y en avait pas. 12. Prochaine séance du Conseil, elle aura lieu le 12 juin 2023, ici même. C'est à ce moment-là qu'on va adopter notre stratégie d'adaptation au changement climatique, qui est accompagnée d'un plan d'action. Autre sujet, on n'en avait pas ce soir. On pourrait passer au tour de table du Conseil, à commencer par Mme Leblanc à ma gauche. Donc, simplement, c'est peu de choses que je souhaite dire ce soir. C'est que moi, j'étais absente quelques semaines et à mon retour, je suis revenue en. Ah, mon micro fonctionne pas. OK, excusez-moi, mon Dieu. C'est pour la télévision. Donc, ce que je disais, j'avais quitté pour quelques semaines pour des vacances et à mon retour en fin de semaine, j'ai pu observer des choses et j'ai été vraiment étonnée par la vitesse de l'avancement des travaux. Exemple, l'aréna, le camping. En tout cas, j'avais beau tout regarder et j'étais vraiment surprise. Puis bien sûr, très fière de voir à quel point notre ville bouge, qu'elle est dynamique. On a un beau milieu de vie. Puis quand on écoute les chiffres, oui, on a quand même un service de dette un peu élevé, mais ça va quand même avec tout le reste, avec ce qu'on peut investir, puis on voit vraiment qu'on bouge. Fait que ça, je suis très contente de voir ça. Et quand on voit des choses ailleurs, ben on peut quand même se flatter de dire que nous aussi, on réalise des belles choses. Fait que ça, je tenais à le dire. Pour moi, c'est bien important. Et la dernière chose, mais dimanche, c'est la fête des mamans. Les gars, oubliez pas ça. Hein? Qu'importe pour qui. Je me sens tout seul ce soir, là, mais oubliez-les pas. Fait que bonne fête, les mamans dans la salle. Ma fille me disait hier que c'était la fête des mères ce dimanche et c'était important pour ma conjointe, pour leur mère et moi. Mère, M-A-I-R-E. Je comprenais pas où elle s'en allait, mais finalement. OK. Fait que vous allez me faire un petit suivi pour être sûr que vous ne l'avez pas oublié. Assurément. Parfait. Monsieur Turcotte? Rien de spécial pour moi. Bonsoir. Merci. Monsieur Landry? Merci, M. le maire. Petite mise à jour sur l'état d'avancement au golf pour tous les très pressés qui ont hâte de jouer. Le terrain s'en vient tranquillement pas vite. J'ai été marcher cette semaine. C'est sec. Ça s'en vient sec. Cependant, pour tous les pressés comme moi, on va attendre le go de la personne en charge. Qui ne devrait tarder, mais n'empêche, là, il y a quand même si le terrain est sec et parfois même vert et tentant, ça ne veut pas dire qu'il est prêt à recevoir des golfeurs. Donc, on va attendre. Ça pourrait prendre potentiellement encore une dizaine de jours, on verra. Mais c'est pas nous qui décidons.
Puis, les travaux d'aménagement dans le chalet sont presque terminés. On est à l'étape du ménage. Je vous rappelle que la majorité des opérations est amenée au deuxième étage. Puis, c'est très joli. C'est très joli, puis je crois que ça va améliorer grandement l'expérience client. Puis, ça va être plus facile à gérer pour l'équipe de travail aussi. Fait qu'il va y avoir des gains de ce côté-là. Fait que ça, c'est tranquillement pas vite, c'est accessible. L'équipe est sur place, puis ça va être pour et compagnie. Fait que voilà. Merci. Monsieur Figueroa. Bon, bonsoir. Je suis agréablement surpris de voir un peu plus de monde à la séance du conseil. On fait des séances publiques justement pour que vous soyez là. Donc, si vous voyez du monde intéressé, invitez-les à venir, s'il vous plaît, parce que c'est important pour la démocratie locale d'avoir du monde. Donc, continuez à venir, même les journalistes. C'est sûr que ça dépend des sujets qu'on traite, je comprends ça, mais c'est quand même agréable de voir. Vous êtes là, c'est le fun. Deuxième chose, il y a les budgets participatifs, les projets ont été déposés. Là, cette année, c'est pour la jeunesse, des projets pour la jeunesse. Il y a quelques projets qui ont été déposés. Les processus suivent leur cours. Donc, je pense que dans les calendriers, on est dans les temps. Et on va sûrement annoncer ça, là, la prochaine étape, là, il va y avoir une consultation publique. Les gens vont aller au vote à un moment donné pour justement choisir les projets qu'on va réaliser en 2024, qu'on vous tiendra au courant. Ça, c'est le point que je voulais dire ce soir. Merci. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Pour dire que notre ami M. Landry parlait de l'amélioration au terrain de golf, etc. Quand vous passerez par le Quai des Arts, si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir admirer la nouvelle installation qui va favoriser définitivement l'accueil de nos touristes, de nos citoyens, etc. Vraiment, c'est une belle amélioration. J'ai pu voir une photo aujourd'hui. Ça, c'est magnifique dans les belles choses. Au mois de mai, c'est l'effervescence culturelle à Carleton-sur-Mer. C'est presque comme ça 12 mois. Mais là, on sort de notre événement de reconnaissance des bénévoles. C'était une magnifique soirée. Ceux et celles qui y étaient ont été reconnus, appréciés et remerciés. Donc, c'est la semaine aussi de la présentation de théâtre par la troupe du Clandestin. Il y a de magnifiques pièces. Encourageons notre loisir culturel qui est le théâtre. J'ai vu la pièce hier, c'est un très beau moment de théâtre. S'en vient aussi le festival de journalisme à Carleton-sur-Mer. Donc, si vous avez le goût de faire du bénévolat, participer, etc. Donc, l'événement va prendre son envol le 19 pour se poursuivre le 20 et le 21 mai. Aussi, Esteban et moi avons accompagné notre maire aux assises municipales de l'Union des municipalités, donc un grand événement du monde municipal. Vous dire qu'on est revenu enrichi de cette aventure-là. Et on a pu constater aussi que la ville de Carleton-sur-Mer, par les engagements de notre maire, mais aussi à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on a vu du monde de partout au Québec. C'est toujours, c'est donc bien beau chez vous, c'est donc bien extraordinaire. On est allé l'été passé, on va y aller cet été, etc. Donc, c'est vraiment fascinant de voir l'attraction que Carleton a partout au Québec. Mais on est allé là-bas travailler. On a participé à des ateliers qui vraiment nous ont aussi fait ouvrir les yeux sur toutes sortes d'initiatives. Et c'était vraiment l'année des changements climatiques, etc. C'était le thème qui a traversé tous les engagements toute la fin de semaine de la rencontre du premier ministre à aller aux événements sociaux, etc. On parlait pratiquement majoritairement de l'environnement. C'est une initiative de la ville de Carleton cette année d'avoir permis à 2 conseillers d'y participer. C'était vraiment enrichissant pour notre équipe. Là. Ça nous a donné le goût de continuer encore une vingtaine d'années. Merci. Merci, M. Leblanc. Je vais laisser la parole pour vous dans la salle, si vous le voulez. J'ai une question en ligne, peut-être pour vous réchauffer, de M. Rémi Siam qui demande s'il est prévu de refaire la toiture de la salle qui est près du phare et semble être rendue en fin de vie. Effectivement, c'est prévu au printemps de refaire la toiture du bâtiment de la pointe Tracadie-Gache et on va remplacer certaines portes. Initialement, là, on avait un projet plus global qu'on devait le refaire au complet à l'été, mais les prix ont tellement explosé que ce qu'on a décidé de faire, c'est
le minimum pour préserver le bâtiment, c'est-à-dire la toiture, les portes. Et évidemment, on va revenir avec un projet. Le projet est encore sur la table, mais on a souhaité attendre un peu avant de le faire. Une autre question, mais je ne vois pas de qui ça s'agit, là. C'est une adresse web. Dans le secteur du catamaran, près de la rue Landry, une portion du terrain s'est effondrée entre la rampe et le trottoir. Ma question, est-ce prévu de remonter du côté de la mer sur le mur toute la roche qui s'est éboulée lors des tempêtes de façon à boucher efficacement les immenses trous provoqués par l'eau qui s'est infiltrée et ainsi dégager la plage? Ah, c'est signé Nicole Cyr. Oui, on est en pleine évaluation, là. Je ne sais pas les travaux exacts qui vont être faits dans ce secteur-là, mais assurément, il va falloir faire une intervention. Je ne sais pas si vous avez plus de détails, M. Audit. Ben, on prévoit faire une intervention temporaire là, pour le trou. Il y a une problématique là, qui devient récurrente. L'année passée, on avait eu des problèmes aussi. Je vous dirais que tout l'enrochement de cette zone-là est vraiment préoccupante là, et vraiment dégradé énormément. Ça fait que c'est vraiment, on est en analyse là, parce que ça va vraiment prendre, selon nous, une intervention majeure qui va aller au-delà de reprendre les roches qui sont sur la plage pour les remonter, là. L'état est vraiment détérioré de manière accélérée dans les dernières années, là. Ça fait que pour l'instant, on est en analyse, puis aussi de voir là, même avec le ministère des Transports là, qui pourrait être impliqué aussi dans le projet ou non, là, mais tu sais, on est en train de regarder ce qu'on va faire, mais assurément, le problème du trou béant va être réparé à court terme. Merci. Dans la salle, questions, commentaires, suggestions? Oui, c'est le blanc. Oui. Non, la réglementation n'est pas rétroactive. Ceci dit, pour ces terrains-là, il y a un plan de revégétalisation qui avait été exigé et il y a un suivi qui va être fait, évidemment, mais il y a des arbres qui ont été plantés. Il faut laisser le temps à la nature de faire son œuvre, mais éventuellement, les bâtiments devraient être beaucoup moins visibles. Ouais. Oui. Oui, 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 absolument. Non, c'est pas sur le cours, là, mais j'étais sur le permettre, là, de ça, qui attend là, le matin, ça, on dépasse la vitesse. C'est difficile à traverser. Mhm. Je sais que le 132, c'est pas votre responsabilité, mais c'est pourquoi dans le donc, on va faire dans cette section-là pour rendre sécuritaire à traverser, etc. Une suggestion qui est peut-être sur mon plus gros, c'est quand la limite de vitesse de 50 km de la haut, on peut le mettre plus haut afin que les gens commencent à descendre leur vitesse, même avant d'arriver à la côte avec des plus de speed à 80 km/h. Je sais que les policiers sont là dans le temps, quand c'est pas du temps, les gens reviennent vraiment avant d'arriver. Donc, est-ce qu'il y a une façon de gérer le transport ou une autre façon de sécuritaire? Parce que dans le passé, il y avait traversé justement et ils vont enlever participer pas à la sécuritaire pour pour moi, ça va être leur responsabilité au lieu de mettre un fardeau sur les parce que Oui, ben, on a déjà eu des interventions avec le ministère. On a déjà eu plusieurs discussions avec eux à ce sujet-là. On a essayé d'ajouter des traverses piétonnières, puis comme vous l'avez dit, ils n'ont enlevé, là. On se bute toujours avec des mesures puis des réglementations très strictes au ministère.
Mais on peut les relancer assurément, là. C'est sûr que dans le projet 132, de façon générale, il y a un îlot de ralentissement qui est prévu un petit peu plus à l'ouest de la rue Vermette, mais il y a tous des aménagements qui vont faire en sorte que naturellement, pour rétrécir la voie, que les gens vont naturellement avoir tendance à ralentir. Est-ce qu'on peut ramener... La zone de 50 a déjà été en haut de la côte. Elle a été déplacée au bas j'ai plus les raisons, là. Je présume que c'est des enjeux de sécurité, mais on peut relancer le ministère assurément, là. Mais on a déjà eu des discussions là-dessus, puis je vous dirais que c'est très difficile d'avoir une collaboration puis une relation d'échange avec le ministère des Transports. On se bute tout le temps à une série de normes, de procédures, puis si on veut mettre en place une traverse piéton, ça prend généralement 2 ans, puis quand ça fonctionne. C'est très difficile de travailler en collaboration avec le ministère dans des enjeux comme ceux-là. Même si on est sur le terrain, on le voit, on l'entend, on constate les problématiques. Mais ceci dit, on peut quand même rappeler le message, assurément, oui. On va le regarder. Ouais, je pense qu'il y a des accidents. Oui, oui. On sait que c'est problématique. Ouais. Une autre possibilité, c'est que juste avant, si on arrive de l'ouest vers l'est, puis on veut tourner à droite sur le camping, il y a quand même un bois qui est fait pour ça, mais il n'y a pas de flèche sur l'asphalte qui indique que c'est vraiment pour tourner. Des fois, les gens, je l'ai vu, ils pensent que c'est double ligne pour monter la côte, là, puis ils arrivent, puis finalement, ça n'existe plus. Après, ils rentrent dans le camping. Donc, j'ai vu quasiment des accidents tout de fois là. Donc, peut-être juste de mettre bien indiqué avec les flèches que c'est vraiment pour tourner, puis sûrement ça, là. Tu peux aussi éviter certaines possibilités d'accidents. C'est bon, je n'avais jamais remarqué ça, là. C'est la première fois que je l'entends, mais on va le soulever au ministère, voir qu'est-ce qu'ils proposent, là, mais c'est bon, c'est noté. Puis parce que la réfraction de 132 s'arrête à l'église, hein, Un petit peu plus loin, là, ça se rend jusqu'à à peu près en face de la rue de la Boulangerie, là. Les conduites, là, c'est jusqu'à l'église, effectivement, mais après, il y a des aménagements qui sont prévus, comme je le disais, pour relier les pistes cyclables, là, la promenade des Acadiens avec le quai des Arts. Là, on veut faire des aménagements là, puis il y a un îlot de ralentissement qui est prévu à peu près en face de la rue de la Boulangerie. C'est bon. Pour les gens qui essaient de traverser là avec leur vélo. Oui, il y a l'abribus de la Régime, puis il y a des vélos, puis il y a la promenade des Acadiens, puis c'est un secteur qui est, qu'on veut aménager. OK. C'est bon. D'autres questions dans la salle? Ça va? On va procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose la fermeture? Proposé par Denise Leblanc. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Elle est vite, là.